Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au live de l'atelier 3, Concevoir et construire dans le respect du vivant, proposé par la Sherpa économique. J'ai le plaisir d'animer cet atelier aux côtés de nos quatre invités, Pierre-Olivier Boyer, Olivier Mona, Pascal Rollet et Marine Linglard. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde qui va durer à peu près 1h30. Je vais vous inviter à vous présenter un par un en commençant dans l'ordre alphabétique. Pierre-Olivier Boyer, qui êtes-vous? Bonjour à toutes et à tous. Pierre-Olivier Boyer, écoutez, je suis le directeur des partenariats stratégiques du groupe Vicat. Vicat est un groupe cimentier français, bien connu à Grenoble, qui est né en 1853. Il a été fondé par le fils de Louis Vicat, l'inventeur du ciment artificiel, en 1817. Et donc, c'est cette invention qui a permis le développement urbain qu'on a connu surtout à la fin du 19e siècle et au 20e siècle. Je suis également vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère. Et à ce titre, je réfléchis sur les questions d'aménagement du territoire et de développement des activités logistiques, et en particulier des questions de logistique fluviale pour le développement d'une logistique décarbonée dans le futur. Donc, je suis un convaincu du fluvial. Très bien, merci. Vous pouvez continuer avec Olivier Mona. Merci Philippe de me donner la parole. Alors moi je suis un agitateur, donc descendant des fous du roi, des bouffons du roi, un gaucher boiteux qui pense différemment des autres. Ma principale fonction et mes principales actions, c'est d'ouvrir aux enjeux contemporains par la transmission des idées, des connaissances. Alors ça nécessite la création de think tanks, de clubs, de tribus, qui permet aux uns d'adopter les expériences des autres et aux autres d'être au plus près de la transformation sociétale. En tant qu'agitateur, il faut regarder un peu différemment, faire des pas de côté, aller souvent dans le passé parce que c'est le passé qui tend un fil vers le futur, vers l'avenir. Sans la connaissance du passé, on ne peut rien faire et on verra comment la ville a toujours voulu être différente dans le passé. Et la différence entre idéologie et, j'allais dire, côté pratique. Mon rôle, c'est d'ouvrir des modes d'emploi, des pistes à suivre pour être au plus près des enjeux contemporains. Merci. Pascal Rollet. Bonjour, je suis architecte, professeur à l'école d'architecture de Grenoble et j'interviens aussi ici en tant que responsable de la chaire Habitat du futur. Je suis particulièrement préoccupé de la manière dont nous allons fabriquer nos espaces de vie dans l'avenir, que ce soit à l'échelle de l'occupation des territoires, l'échelle de fabrication de la ville et évidemment de fabrication des immeubles d'habitation et de leur environnement. J'y travaille depuis une trentaine d'années et ma fonction, c'est de passer la balle aux nouvelles générations qui vont se prendre cette problématique de plein fouet, puisque les étudiants qu'on forme actuellement seront opérationnels à peu près en 2030, et en 2030, il faudra avoir pris des résolutions et des voies de fabrication de nos espaces habités qui soient résolument durables. Voilà, donc je suis à la charnière, 40 ans au XXe siècle, potentiellement 40 ans au XXIe, juste au passage entre les deux. Merci beaucoup. Nous terminons cette présentation avec vous, Marine Linglard. Bonjour, Marine Linglard, docteur en ethnoécologie du Muséum national d'histoire naturelle, spécialisée en écologie urbaine, écologie du vivant, intégration de la nature dans la ville. Depuis, pareil que Pascal, un peu moins d'années, mais pas mal non plus. D'abord, beaucoup sur le terrain, à comprendre, à expertiser, à regarder, à se dire qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que ça va devenir au regard de la dynamique des territoires, de la dynamique naturelle, des enjeux climatiques, des modes de fonctionnement humains et urbains. Et au quotidien, j'anime une équipe de la structure que j'ai créée il y a une vingtaine d'années maintenant, qui est une coopérative qui s'appelle Urbaneco et qui a la particularité d'assembler à la fois des écologues, naturalistes, des paysagistes et des ingénieurs, permettant d'avoir une réflexion globale, intégrée et opérationnelle
de la place de la nature en ville, hein, avec les piliers que je souhaite aussi pouvoir transmettre à mon équipe et puis aux jeunes que j'ai plaisir de former au cours de mes enseignements, soit à l'ESAGE, à l'École supérieure d'architecture des jardins, soit au Muséum d'histoire naturelle ou dans d'autres universités, hein. Un petit peu l'école d'architecture de Grenoble de temps en temps, hein, pas trop loin de Pascal, hein, je souhaite leur transmettre cette capacité à regarder, hein, à chercher à comprendre avant de prendre des décisions, avant d'agir, hein, parce que le vivant, la nature, elle est là depuis extrêmement longtemps, hein, encore plus que les cimentiers Vicat, je pense, hein, et donc a besoin d'être bien appréhendé, hein, pour qu'on soit en capacité de faire des projets intelligents et adaptés au territoire et vivables pour les hommes dans le futur. Très bien. Merci pour toutes vos présentations. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans le chat. On y reviendra dans une heure. Donc, je vais vous partager une image. Voyez-vous ce que je partage? Pour l'instant, c'est noir. Et là, ça marche? Oui, oui, on voit une image, ouais. Vous pouvez le mettre en grand écran, même ce sera mieux. Ouais. Alors l'image, elle est un peu étrange, mais... Voyez-vous l'image? Non, on voit un carré noir. On voit ce qui est marqué la journée de la paix économique. C'est un point dans l'infini? C'est ça. C'est exactement ça que je veux que vous voyez. Sans plus attendre, pour introduire le sujet. C'est le point dans l'infini. Voilà, vu. Je croyais que c'était une tâche sur mon écran. Ah, je vais vous dire. Ah bah bravo. Pour introduire le sujet, Carl Sagan, scientifique et astronome américain, écrit dans A Pale Blue Dot en 1990 « Notre planète est une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y aura aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Ce que vous voyez à l'écran, ce petit point blanc perdu dans cette immensité, n'est autre que la Terre. Elle fut prise à 6,4 milliards de kilomètres le 14 février 1990 par la sonde spatiale Voyager 1. Au regard de ce nous-mêmes, Carl Sagan, nous venons à nous questionner qui l'inclut, nous humains ou nous terriens? Quel rôle avons-nous? Notre espèce a-t-elle une immense responsabilité à l'égard du vivant? Bâtir nos habitats bouleverse l'équilibre de l'écosystème. Pour citer les exemples les plus notoires, l'extraction du sable qui ronge les littoraux et les espaces aquatiques, l'exploitation forestière abusée par les monocultures qui stérilisent nos territoires, ou encore l'artificialisation des sols venant étouffer le vivant qui se trouve en dessous. Pour la philosophe Catherine Larrère, la posture anthropocentrique considère la nature comme un ensemble de ressources. Nous réduisons la nature à une matière inerte alors que nous savons qu'elle est vivante. Réharmoniser notre lien avec le vivant est une entreprise qui se révèle être bien plus qu'une ambition. Mais réharmoniser avec quel vivant? Et je vous pose cette question, Marine Linglard. Merci. J'ai préparé une petite diapositive assez modeste, mais pour commencer plutôt sur du vert, et puis je crois qu'après on va passer plutôt à des bâtiments, à des espaces artificialisés. La notion de nature en milieu transformé, en milieu urbanisé, se doit d'être vue, à mon sens, d'abord dans la logique des habitats écologiques. Alors, on a un petit souci de terminologie, puisque habitat fait tout le temps référence au bâtiment. Dans notre jargon d'écologue, ça fait référence au végétal, mais pas un végétal composé d'éléments indépendants les uns des autres, de petites plantes ou d'arbres ou d'arbustes posés les uns à côté des autres, mais vraiment d'un ensemble de végétaux qui s'associent sur un sol, dans un espace, et qui, parce qu'ils sont associés dans ce sol et cet espace, vont constituer un lieu d'accueil favorable pour une biodiversité animale, mais aussi un espace qui a une certaine capacité de résilience dans l'avenir, de se transformer progressivement
puisque chaque végétal ne va pas souffrir de la même façon d'un incident, que ce soit trop d'eau, trop de sécheresse ou un camion qui roule dessus lors de travaux d'aménagement. Donc, cette notion d'habitat, elle doit être vue. Alors, j'utilise quelques gros mots, mais je pense qu'il faut qu'on les ait ensemble en tête pour la suite. Donc, ces associations végétales, on les analyse de manière systémique, c'est-à-dire qu'on regarde la façon dont ces espèces vivent entre elles, de la manière patrimoniale, puisqu'on n'a pas le droit de détruire des espèces patrimoniales en France et en Europe. Mais on regarde aussi la végétation ordinaire, hein, et puis on la regarde de manière fonctionnelle, c'est-à-dire comment les espèces animales et végétales circulent, vont d'une association végétale à une autre association végétale, d'un noyau de biodiversité à un autre noyau de biodiversité. Et là, l'enjeu pour la planète est majeur, puisque l'idée n'est pas qu'on vive tous sur des petits bouts d'îles les uns à côté des autres, mais bien sur un grand espace qui a des lieux différents, remarquables, plus ordinaires, et qui sont connectés entre eux. Donc, souhaitez-vous réagir, Olivier Monnat, sur la question du vivant? Est-ce que cela semble nécessaire, en fait, que nous y prenions soin? Est-ce que nous sommes responsables de la sauvegarde de cette nature, de ce vivant? Je ne saurais pas dire. Ce que je retiens de ton visuel, c'est qu'effectivement, la question se passe, nous, humains, ou nous, terriens. Je crois que depuis qu'on a humanisé la Terre, on a complètement oublié d'être des terriens, de vivre au rythme de la Terre, sauf certaines peuplades. Mais on n'a qu'à voir simplement comment nous, les urbains, on a considéré, enfin, on n'a pas l'impression qu'on vit sur Terre quand on vit dans une ville. D'accord ? On n'a même pas le cycle des saisons. C'est très rare. D'accord ? Donc, parce que tout est bétonné, urbanisé, etc., même si le béton doit avoir de grandes valeurs. Non, ce que je pense, c'est qu'effectivement, dans ce grand thème de ce mini-débat, qui est de savoir si on peut construire avec le vivant, c'est de déterminer qui est vivant. D'accord ? Alors, si l'humain est vivant, la nature est vivante, les animaux sont vivants et les matières sont vivantes, à ce moment-là, eh ben, il faut simplement savoir que est-ce que l'espèce humaine est entrée en conflit avec l'espace, la terre et l'air pour vivre. Et sans ça, il faut simplement trouver d'autres artifices, mais on emploie ici déjà le mot artifice, parce que je pense que l'humain devait être simplement une parenthèse sur la Terre, mais puisque l'humain aujourd'hui occupe la Terre, et j'espère le plus longtemps possible, ça va être quand même très très difficile de respecter tous les vivants. Oui. Pascal Rollet, pensez-vous qu'on a séparé le vivant de la condition humaine? Est-ce que le vivant n'est pas aujourd'hui dans la fabrique de la ville, dans l'habitat? Est-ce qu'il y a une scission entre les deux notions? Il y a une scission avérée entre le sauvage et le domestique. C'est quelque chose qui culturellement est installé, en tout cas dans les cultures dominantes, pas chez tout le monde, mais si on se réfère à Philippe d'Escola, il y a effectivement beaucoup de peuplades qui ont gardé un contact avec ce qu'on appelle la nature d'une façon un peu générique, mais pour les civilisations, les cultures dominantes actuelles, on se vit comme étant coupé de la nature, on s'en défend en fait. Je pense que c'est fondé sur une grande peur, qui est la peur d'une espèce qui est viscéralement menacée par les autres, ou se sent menacée par les autres. C'est ce que Baptiste Morisot dit quand il dit qu'on a du mal à se penser comme de la viande, parce que si on se pense comme de la viande, ça veut dire qu'on va se faire bouffer. Et toute la culture de l'espace habité occidental au moins, mais une partie aussi de l'oriental, c'est de se créer un espace de vie sécurisé, défensif, qui permet que les loups ne nous mangent pas, voilà, globalement. Et à partir de là, eh bien, on se pense comme étant retranché du vivant ou du reste du monde. Il y a la nature d'un côté et les hommes de l'autre, et on continue même dans cette voie-là quand on dit qu'est-ce qu'on va faire pour mettre de la nature en ville. Mais en fait,
globalement, on est tous dans la nature. Et la grosse évolution qu'on a à faire aujourd'hui, c'est ça, de se repenser comme des êtres vivants, des animaux parmi les animaux, dans un global beaucoup plus large. Pierre-Olivier Boyer, dans cette question-là, pour compléter la définition, est-ce que dans la ville, justement, ce vivant, c'est un vivant domestiqué? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne choisit pas le vivant avec lequel on veut vivre et partager nos territoires? Alors, vous soulevez là une vraie question parce que moi, en tant qu'industriel, j'ai surtout travaillé sur la matérialité de la ville. Et la question qui se pose, c'est comment cette matérialité, qui aujourd'hui, c'est vrai, très minérale, peut interagir avec le vivant. Et la ville a été pensée pour l'homme, mais elle n'a pas été pensée pour un écosystème global qui relie l'homme avec tout l'ensemble de la chaîne de la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce champ-là qu'il faut qu'on réinvestisse dans nos façons de penser la ville du futur. Donc moi, je dirais qu'on a un travail, oui, et là, l'expérience de la nature, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de connaissances sur la nature, on a encore beaucoup de choses à découvrir, mais que cette expérience, il faut aujourd'hui la mettre au service de la conception et de la manière de faire les villes de demain. C'est-à-dire que c'est, comme disait Pascal Rollet, il ne s'agit pas de dire on va rajouter de la nature, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut penser la ville en tant qu'écosystème dans lequel, effectivement, l'homme a toute sa place. Mais après, les questions qu'on se pose, c'est jusqu'où on va dans l'acceptation de l'autre, autant en tant qu'animal ou même en tant que végétal. J'ai vu dans la presse de cette semaine, par exemple, à Brignais, dans le gymnase de Brignais au sud de Lyon, on vient de découvrir une couleuvre de 1,30 m. Et voilà, donc est-ce qu'on est prêt à accepter? Quel type d'animaux on est prêt à accepter? Ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose. Et dans cette question du titre, en fait, concevoir et construire dans le respect du vivant, qu'est-ce qu'on conçoit, en fait, dans le respect du vivant? Notre habitat ou plus généralement tout un système organisé dans le respect du vivant. Parce qu'on parle d'architecture, là, de quoi parle-t-on, Pascal Rollet? On parle en fait, pour les architectes, d'élargir le scope des données, des paramètres qu'on prend en compte quand on conçoit un espace habité. On a jusqu'à présent plutôt l'habitude de prendre en compte le sol pour que ça tienne les bâtiments, pour qu'on puisse les fonder, prendre en compte les ressources, les matières, les matériaux, l'eau principalement aussi, pour pouvoir survivre, de prendre en compte de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner tout l'ensemble et d'arriver à créer un espace qui soit sécure, c'est un thème en ce moment, et qui apporte du confort pour que l'espèce survive, et en même temps, puisqu'on est des êtres pensants, qui nous apportent du plaisir en nous stimulant nos sensations. Mais ça, on l'a pensé jusqu'à présent, cette conception, c'est-à-dire cette pensée de l'assemblage de tous les paramètres qui sont nécessaires pour fabriquer ces espaces où nous pouvons survivre avec plaisir, eh bien, on l'a pensé uniquement tourné vers les hommes, très anthropocentré. Et aujourd'hui, le pas à franchir, qui est assez énorme d'ailleurs, et que les écologues, les paysagistes, les gens qui sont plus dans les sciences naturelles doivent nous aider à franchir, c'est celui d'élargir la gamme des paramètres que l'on prend en compte. Et donc, si l'architecture, c'est un art de la synthèse, là, ça devient un art de la synthèse du tout, et c'est encore plus vaste que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. D'accord. Et donc, Marine Linglard, cette notion de concevoir, on la conçoit avec ou pour le vivant? Est-ce qu'il y a une différence? J'allais dire un peu ni l'un ni l'autre. On intègre le vivant comme un paramètre en plein. C'est un socle nécessaire à la réflexion, hein, qui s'ajoute aux éléments que Pascal a cités auparavant dans la réflexion des architectes. Et c'est une approche nouvelle de la façon dont on doit concevoir d'abord la ville, puisque quand même l'enjeu du vivant, il est d'abord à l'échelle de la planification urbaine avant l'échelle du bâtiment, hein. Faire un superbe bâtiment totalement végétalisé au milieu du béton, ben,
on va fabriquer un espace qui sera très déséquilibré parce que très isolé. C'est toute la théorie de l'insularité de MacArthur et Wilson ou de Forman qui ont développé ça déjà dans les années d'après-guerre, 47, 48, 50, et qu'on applique pleinement aujourd'hui. On a décidé de faire beaucoup d'insularité au milieu de la ville, alors qu'il faut d'abord réfléchir le vivant comme à l'échelle globale, de ce que je disais tout à l'heure, l'écologie fonctionnelle, comment les espèces vont passer d'un endroit à un autre, comment elles vont avoir des noyaux de biodiversité. Et ensuite, il faut réintégrer par petites touches, ça et là, les moyens que les espèces retrouvent des niches écologiques, retrouvent des lieux pour gîter, se reproduire, se nourrir au sein du tissu urbain. Et des touches qui peuvent être petites, ou de quelques centaines de mètres carrés. Attention, on n'est pas de l'ordre du mètre carré, mais de la centaine de quelque chose, ou grande, pour pouvoir recréer des noyaux de biodiversité là où ça manque fortement. Donc, on doit intégrer le vivant comme étant un socle, une base, mais c'est le vivant dans toutes ses composantes. Le sol, donc ça, regardez la géotechnique aujourd'hui, on va plus loin que la géotechnique pour comprendre la valeur agronomique du sol et savoir si on peut le réutiliser au-delà des risques de pollution. Donc, ce sol vivant qui souvent, quand même s'il est dégradé à des prémices, existe encore un petit peu à certains endroits. On regarde le climat et puis l'ensemble de la faune, de la flore et des habitats écologiques qui se trouvent sur un territoire. Et après, on choisit d'aménager, de construire, de préserver un ensemble d'arbres, un arbre, une prairie, peut-être aussi sortir de ce focus uniquement arbre qui nous obnubile tous en ce moment, mais jamais autant compté d'arbres de ma vie. Alors que nous, on sait que l'important, c'est plutôt l'assemblage des arbres plutôt que l'arbre tout seul. Et c'est comme l'assemblage des hommes plutôt que l'homme tout seul pour faire le pont avec les autres vivants de la ville. Aussi important. Vous souhaitez réagir, Pierre-Olivier Boyer? Oui, je voulais réagir sur cette idée. Je ne suis pas sûr qu'il faille opposer le minéral et le béton au végétal et à la vie, parce que dans la nature, le minéral supporte le végétal et la vie. Nous, on l'expérimente sur les carrières qu'on exploite, notamment sur toutes les phases de réaménagement de carrières. Et la vraie réflexion, là, je veux dire, avec le recul, on s'aperçoit, parce qu'en fait, on a une activité industrielle qui fait qu'après exploitation de la carrière, et même pendant l'exploitation de la carrière, on intègre la faune, la flore et ce qu'on va rendre en fin d'exploitation. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive, aujourd'hui, on est allé trop loin dans la ville sur sa minéralité, on n'a pas fait assez la place sur la nature et la place du végétal dans la ville, mais je ne les opposerai pas, j'irai plutôt en complémentarité, c'est-à-dire en quoi le minéral peut supporter le végétal pour permettre toutes les activités urbaines classiques. Donc, je pense que la réflexion, elle est là. Et aujourd'hui, la question qui se pose sur le devenir du béton, du ciment, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer dans les nouvelles fonctionnalités qu'on est en train d'ajouter aux matériaux et à la matérialité de la ville. C'est-à-dire qu'on a énormément travaillé sur la résistance, la capacité à encaisser enfin, il faut que les immeubles tiennent, ça soit solide, etc. Et aujourd'hui, maintenant, on est sur d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'on ajoute aux matériaux des fonctionnalités comme l'acoustique, la thermique, la capacité à accueillir le végétal ou la biodiversité, je pense aux toitures végétalisées, aux façades végétalisées. Donc, voilà, c'est en train de bouger et il y a un champ des possibles qui est en train de s'ouvrir, y compris pour nos architectes et nos urbanistes, parce que le matériau peut rendre d'autres fonctions que celles sur lesquelles on a vécu dans le passé. Voilà, il y a cette ouverture qui est en train de se passer et je pense qu'il ne faut pas être dans l'opposition des matériaux, mais plutôt dans leur complémentarité et leur capacité à rendre la ville plus apaisée, plus vivable, puisqu'on est quand même dans des logiques, si on veut préserver du foncier, on est dans des logiques de densification apaisée, de densification heureuse. Et ça, c'est un vrai champ d'expérimentation qui oblige à agréger toutes les disciplines. Vous citiez tout à l'heure des philosophes ou des sociologues. Je pense qu'effectivement, nous avons ce travail de recul et de prise en considération de tous ces éléments pour penser les habitats du futur. Pascal Roullet.
Mais moi, je voulais réagir sur justement un mot qui a été prononcé 2 fois, et par Marine et par Pierre-Olivier, mais qui est le maître mot, c'est celui de l'intégration. On doit passer à une phase de conception et de imagination de nos environnements bâtis et des lieux où nous allons vivre, en procédant par intégration, mais au sens mathématique, c'est-à-dire la capacité de penser large et de penser en addition et de penser en complémentarité additive des différents éléments, plutôt qu'en soustraction ou en division, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent, qui aboutit nécessairement à des oppositions. Et en cela, on a un pas, je dirais, de connaissances et d'acquisition de connaissances et de synthèse de connaissances à faire, qui devrait nous permettre, si on en est assez intelligent, et je pense qu'on en a la capacité, surtout si on se fait aider des inventions qu'on est en train de faire au niveau de l'intelligence artificielle, mais de diriger ça vers une intégration plus heureuse, effectivement, plus apaisée. Je pense que le mot d'apaisé, c'est un peu ce vers quoi tout le monde tend aujourd'hui, parce que le grand énervement et le grand chambardement permanent ou la grande agitation est lié forcément à la densité, sont des vrais sujets sur lesquels on pourra revenir. Donc, intégration. Qu'en pensez-vous, Olivier Monnat? Moi, je pense qu'il y a eu un moment où la ville intégrait la nature, Champ de Mars, les Champs-Élysées. Moi, j'habitais pendant très longtemps Boulogne-Billancourt, surtout Billancourt, et j'habitais à côté d'une rue qui s'appelait la rue de la Ferme. Donc, forcément, à un moment donné, la ville composait avec la nature, et c'était surtout une ville sociale, c'est-à-dire qu'on habitait là où on travaillait. Et donc, ça changeait beaucoup de choses. Après, il y a eu une transformation de planification, d'aménagement, où, alors je prends l'exemple parisien, mais on pourrait en prendre d'autres, où à un moment donné, on a dit aux gens, vous allez habiter là, et vous allez à l'est, et vous allez aller travailler à l'ouest de Paris. C'était des choses un peu bizarres. On a créé des quartiers d'affaires. On a créé des zones industrielles, des zones d'activité sans habitation. Bon, tout ça sous prétexte d'un rendement ou peut-être d'une forme de modernisme. Hein. Je me souviens, c'est ça le rôle d'agitateur, que lorsque je revois encore des articles, lorsqu'il y a eu l'éclairage public avec le bec à gaz, et puis après avec l'électricité, on s'est dit, nous sommes dans le progrès. Plus rien ne nous arrêtera. Bon, eh ben, le progrès passe aussi par des phases où, à un moment donné, il y a des contradictions, il y a des restrictions, il y a des erreurs, ou qui permettent aussi de rebondir. Aujourd'hui, on a expérimenté avec le Club Innovation Immobilier, que je pilote avec le groupe de presse Business Immo Global, le sol, le bâtiment et le sol. Et on a vu avec des startups qui reprennent la géothermie que finalement, le sol, lui, conserve le chaud et le froid. D'accord ? Et donc peut rafraîchir le bâtiment ou le réchauffer. Et aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de faire de la mini-géothermie et de travailler au rythme de la nature et puis de se servir aussi du sol comme on faisait grand-père, grand-mère lorsqu'il y avait un excédent de confiture. Un excédent de fruits, eh ben, on les stockait en confiture. Donc voilà, on peut travailler aussi avec des bâtiments modernes en fonction du rythme du sol. Voilà, par exemple. Donc, il y a des choses qui, grâce à la technologie, aux startups aussi, se réinventent. Je dis bien se réinventent, d'accord, parce que ça a déjà été inventé. Et donc, ça, c'est plutôt quelque chose de bon. Et je crois que le vivant est social. Le vivant est social. L'écologie sociale, le vivant est social, avec des interactions sociales dans les villes. Donc, quand l'homme sera apaisé dans une ville, à ce moment-là, il sera capable de vivre en complémentarité avec le vivant. Mais il faut qu'il soit d'abord apaisé. Et on a vu que les villes étaient tout le contraire de l'apaisement de l'humanité. Merci. Revenons-en sur la question de la matérialité. J'ai une question pour Pierre-Olivier Boyer. La question du ciment fait énormément débat aujourd'hui sur la notion de bilan carbone. Et la manière dont vous gérez vos carrières, est-ce que c'est une tentative ou alors un changement radical de la manière dont vous allez fonctionner en tant qu'entreprise cimentière? Alors,
Ce que vous dites est juste. Quand on lit la presse, on voit qu'il y a un débat aujourd'hui sur le futur du ciment et du béton. Là aussi, il faut peut-être préciser, c'est que le ciment, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la colle qu'on va mélanger avec des cailloux, du sable et de l'eau pour faire le béton. Donc, le ciment, c'est une petite partie, toute petite partie du béton. Et là aussi, on raconte beaucoup de choses, mais le béton, si on reprend à l'échelle française, c'est l'ordre de grandeur, c'est 1,8% de l'empreinte carbone du pays. Donc voilà, ça c'est pour. Alors ça ne veut pas dire que le béton ne doit pas s'améliorer. Et aujourd'hui, l'empreinte carbone du ciment et du béton est en train de connaître une révolution, une nouvelle révolution. Je pense qu'il faut plus, on raisonne plus de la même façon. C'est-à-dire que même les bétons techniques qu'on avait connus avec Le Corbusier ou Perret au XXe siècle n'ont plus rien à voir avec les bétons qui sont aujourd'hui mis sur le marché. Et la préoccupation du carbone est aujourd'hui la préoccupation numéro 1 de notre industrie. Et alors, il suffit de regarder la presse. Là, il y a 15 jours, on a sorti la feuille de route de la stratégie bas carbone pour l'industrie cimentière. Donc, c'est une préoccupation que l'on a. Et aujourd'hui, on a des objectifs de décarbonation de nos process industriels qui sont aujourd'hui très ambitieux et qu'on va tenir grâce, je veux dire, à des évolutions aussi, de nouvelles connaissances dans la fabrication des ciments et des bétons qui vont changer beaucoup de choses. Je prends par exemple là depuis cette année, alors je ne vais pas faire de la publicité pour des types de matériaux, mais aujourd'hui, maintenant on trouve sur le marché des ciments bas carbone, des bétons bas carbone, et on est sur une route pour abaisser l'empreinte carbone du matériau. Donc ça, c'est une nouvelle très positive. Et je pense que l'enjeu que l'on est en train de connaître de l'industrie du ciment et du béton, c'est la même pour toutes les industries, enfin beaucoup d'activités humaines qui doivent passer sur un modèle de décarbonation des activités, qui ouvre aussi de nouveaux champs d'activités. Donc, il y a cette histoire du carbone. Il y a un autre enjeu qu'on est en train de connaître, c'est le recyclage des matériaux. On n'en a pas parlé, mais à travers le recyclage, c'est aussi penser le recyclage en liaison avec le vivant. Puisque demain, en fait, l'idée, c'est que on refasse la ville sur la ville. Donc, il y a toute la démarche sur les friches industrielles, comment on valorise ça, et qu'on ait aujourd'hui cette réflexion du vivant par rapport à ces friches. Mais nous, ce qu'on va travailler, c'est effectivement cette matérialité et notre capacité à recycler du béton dans le béton. Voilà, je le dis tel qu'on le pense aujourd'hui et qu'on commence à le faire. Donc, c'est en train de rentrer dans les pratiques. Il y a un troisième champ qui est en train de s'ouvrir, c'est celui de la place du biosourcé. Aujourd'hui, là aussi, souvent, on oppose les matériaux, mais il faut savoir, par exemple, Vicat a lancé, enfin, on travaille sur ces questions-là de complémentarité des matériaux et de béton biosourcé, c'est-à-dire qu'on va remplacer le granulat minéral par un granulat végétal. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le chanvre. Donc, aujourd'hui, vous pouvez acheter des blocs de chanvre et construire votre maison en béton de chanvre. C'est aujourd'hui des choses qui sont en train de se développer. Après, la place dans le débat sur le choix des matériaux, de leur empreinte carbone, je pense qu'il faut le penser par rapport à l'usage. C'est-à-dire que quand je vois des grands projets, mais il ne faut pas mentir aux citoyens, c'est-à-dire que quand on dit on fera un bâtiment 100% biosourcé, ce n'est pas vrai, les fondations, elles vont rester en minéral. Donc ça va continuer. Et pour terminer, pour revenir sur votre question, sur les carrières, en fait, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille sur le réaménagement des carrières, parce que d'abord, il y a une obligation et il y a des lois qui ont été prises et qui vont dans le bon sens sur le réaménagement des carrières. Et je pense qu'aujourd'hui, toute cette expertise sur le réaménagement des carrières pour réintégrer le vivant dans l'espace qu'on rend au public, à la collectivité, après exploitation, ça peut nous servir pour mieux concevoir les villes. Et je pense qu'il y a aussi des démarches qui sont très encourageantes autour du biomimétisme qui sont développées. Je pense que la nature nous livre beaucoup de solutions pour penser et concevoir le futur. J'ai par exemple 2 expérimentations en cours. Alors, il y en a une qui touche plutôt sur l'océan, sur la mer. Vous savez qu'on disait tout à l'heure, ou en tous les cas, on sait que la part des villes va monter la population humaine va de plus en plus habiter les villes. On est à plus de 50%, on va passer à plus de 70%. Et la même chose, on a une montée de l'habitat en bord de mer, sur le littoral. Un littoral qui lui-même va connaître des bouleversements avec le réchauffement climatique.
et la montée des océans. Et donc là aussi, il y a cette façon de penser la construction entre ce qui est à limite dans l'eau, sur l'eau et sur Terre. Et là, il y a des programmes. Il faut savoir qu'on a une méconnaissance par exemple, la méconnaissance de la façon dont on vit dans la mer, à des profondeurs extrêmes. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur des projets de récifs, plutôt que d'immerger des vieux pneus, des déchets, etc., sur des récifs qui vont pouvoir mieux accueillir la biodiversité. Donc là, il y a des expérimentations en cours. Et on a également une expérimentation qui est tout à fait encourageante sur les pollinisateurs sauvages en ville, c'est-à-dire de penser, par exemple, des murs en béton, mais qui vont permettre d'accueillir ces pollinisateurs. Et là, on a une expérimentation avec l'INRAE là-dessus, et on a été très surpris. Donc, avant de les mettre, on est dans la phase d'expérimentation, on a été très surpris par le taux de colonisation des espaces alvéolés, parce que souvent on pensait uniquement à l'hôtel à insectes en bois classique, mais aujourd'hui on a ces hôtels à insectes en minéral qui donnent des résultats tout à fait intéressants et sur lesquels on va pouvoir demain les implémenter en ville. Marine Linglard, pouvez-vous réagir par rapport à ce que vient de dire Pierre-Olivier Boyer? Oui, hein. Je suis peut-être moins optimiste que lui, mais moi, je n'ai pas de solution toute faite en fait, à proposer. Hein. Je suis très attachée à la solution au regard de la caractéristique des espaces dans lesquels on se trouve. Hein. Un hôtel à insectes dans un endroit où il n'y a rien à manger, ça ne sert à rien. Un béton pour les insectes dans un endroit où il n'y a rien à manger, ça ne sert à rien. D'accord. Voilà. Donc, on a un vrai enjeu à mettre en place des solutions qui n'ont pas besoin d'être compliquées. Il n'y a pas besoin d'un matériau extrêmement complexe pour qu'on ait des insectes qui viennent se loger, se mettre dans les interstices. Il faut donner de l'interstice, il faut donner de la place à chacun des êtres vivants dans la ville. Il faut savoir lesquels on peut accueillir et se donner les moyens de leur offrir un espace. L'espace ne sera pas le même si on veut accueillir des cirfes, hein, des insectes que vous voyez voler là en ce moment, hein, et qui sont des très importants pollinisateurs, ou si on veut accueillir un faucon pèlerin. Voilà, il est plus gros, il est plus exigeant, il est en haut de la chaîne écologique. Donc, on doit réfléchir à comment intégrer comment construire la ville au regard des caractéristiques plus globales du territoire. On ne va pas permettre aux cerfs ni même aux chevreuils de rentrer dans la ville. Hein. C'est aujourd'hui pas leur habitat, ce ne le sera certainement jamais. Bon, je peux mettre ma main à couper, mais certainement jamais. Hein. Donc, on va leur offrir d'autres espaces ailleurs. Hein, et on va éviter que la ville soit trop étalée et trop dégradante des milieux naturels dans lesquels ils vivent pour qu'ils continuent à avoir leur habitat. Donc, c'est plutôt cette réflexion qui aujourd'hui me paraît intéressant à porter. La technologie, la solution technologique, on sait la trouver en fait. On n'a pas vraiment besoin de recherche de solutions technologiques importantes. On a besoin de comprendre. Et quand on comprend, on fait bien. Quand on pose un hôtel à insectes au milieu d'un rond-point, outre que l'hôtel, heureusement, j'allais dire, que l'hôtel à insectes ne sert à rien et n'accueille personne, parce que c'est juste fabriquer un espace pour faire mourir les insectes qui vont traverser la route avant de venir sur le rond-point. Par bonheur, ça ne marche pas, les hôtels à insectes. Donc, tout va bien. Mais voilà, il faut réfléchir avant de trouver la solution techno. Pascal Rollet, comment on fait ça et avec qui? Je dis ensemble, hein, architectes et écologues. C'est le premier mot que j'allais prononcer, c'est en s'y mettant à plusieurs et en pensant collectivement, parce que ça demande tellement d'intelligence que ça ne peut pas sortir de la tête d'une seule personne, c'est forcément une intelligence collective. Et la nature nous montre d'ailleurs beaucoup d'exemples d'intelligence collective dont on a intérêt à s'inspirer. Et comment on le fait? Alors, je serai assez directif. D'abord, en s'appuyant beaucoup sur la science.
et en allant s'acculturer au niveau scientifique, parce que nous souffrons globalement, hein, je le prends sur un plan très collectif aujourd'hui, d'un manque de connaissances scientifiques avérées, et du coup de recours à des idéologies qui sont plutôt du domaine de la foi. Et alors, il ne faut pas se priver de toutes nos intuitions et de toutes nos envies, du tout, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il faut s'informer et puis il faut traiter les données avec le maximum de connaissances qu'on peut obtenir. Et Marine en parlait, le travail des écologues, c'est d'abord comprendre. Et quand nous, on doit effectuer une synthèse à un moment donné entre des matériaux, des usages, des envies, des besoins sociaux et des formes esthétiques, enfin donner une forme qui donne du plaisir, eh bien, on ne peut pas le faire sans avoir le maximum de paramètres. Je suis trop ambitieux et trop prétentieux si je disais tous les paramètres, parce qu'il y en a encore à découvrir. Mais voilà, c'est d'abord de la compréhension, et de la compréhension informée, et du traitement de données. Il y a de la data à traiter. Donc ça, c'est vraiment une des grandes révolutions, en tout cas pour les architectes, c'est d'aller traiter de la data en grande quantité et être capable de bien les intégrer. Je reprends ce terme qui me paraît extrêmement important. Après, c'est la capacité qu'on a, comment on le fait, c'est la capacité à définir des hiérarchies. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met au sommet, qu'est-ce qu'on met en prédominance par rapport à d'autres, et comment on arrive, sans que ce soit un processus linéaire, parce que ça doit être un processus très interactif, très adaptatif, comment on arrive à ordonnancer toutes ces données-là de telle façon à ce qu'on fabrique quelque chose qui soit, comme la nature nous l'apprend à chaque minute, un optimum permanent. Optimum entre consommation de matière, consommation d'énergie, consommation de ressources, et pour que ça fleurisse de façon la plus généreuse possible. Après, il y a une question qui ne dépend pas des architectes, en tout cas, mais qui est une question collective qu'il faut absolument qu'on se pose et qui nous pèse sur notre avenir collectif, hein, c'est la quantité, le nombre. Tout ça, aujourd'hui, est complètement attaché à nombre d'individus que nous sommes sur cette planète, quoi. Donc, comment on en parle, comment on en discute, comment objectivement on gère ça, ou est-ce qu'on reste dans la genèse 1, croissez et multipliez, et colonisez, assujettissez tout le monde à vos envies, à vos besoins, ou est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de plus scientifique, je dirais, qui est de qu'est-ce qu'on est capable de soutenir sur ce milieu-là. C'est un débat philosophique et politique bien au-delà de celui de l'architecture, mais c'est d'abord le débat qu'il faut avoir. Un commentaire, Olivier Molin? Oui, je suis d'accord avec Pascal, c'est un débat politique. De toute façon, la politique, c'est l'art de gérer la cité, hein. Moi, de mon point de vue, je m'en tiens à l'apaisement humain au milieu de la nature. Humain apaisé, l'humain comprendra mieux son rôle vis-à-vis de la nature, hein, d'accord ? Pour l'humain, la nature a toujours été quelque chose de sauvage qu'il fallait conquérir. Aujourd'hui, je pense que, enfin, je parle des pays européens, parce qu'attention, on ne peut pas parler au niveau du monde. On peut se dire que pour les grandes villes, on peut maintenant se dire que la nature n'est pas agressive et qu'on peut vivre avec des animaux. On voit bien de toute façon que les animaux domestiques, ne serait-ce que les animaux domestiques, sont les plus grands compagnons des personnes isolées, ce qui est déjà un drame social et sociétal. Après, il faut comprendre. Marine a raison, il faut comprendre. Et si on peut comprendre en mettant le rôle social de l'humain, c'est encore mieux. Mais je ne voudrais pas faire une synthèse. Simplement, pour rejoindre ce que dit Pierre-Olivier, c'est l'économie circulaire. On a parlé de recyclage. J'aime bien l'économie circulaire aussi, parce que ça, c'est très important, parce que là, on parle de la matière. Et du reste, on essaye, à travers quelques ateliers, de regarder si demain, les chantiers, souvent interdits au public, ne pourraient pas être ouverts en partie,
sécurité oblige, bien sûr, en partie ouvert au public, ne serait-ce que pour avoir un rôle d'éducation de la matière, ne serait-ce que pour les écoles proches du chantier ou pour les riverains. Parce que c'est important d'apprendre la matière, de connaître ce que c'est qu'une matière et de voir comment elle peut être réemployée. On a le grand thème de demain au niveau de la matière, ça va être le réemploi. Ça va être le réemploi parce que les ressources sont limitées. Et comme le dit Pascal, quantité d'humains vis-à-vis des ressources. Donc, soit on fait de la chimie, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la chimie, on fait du sophistiqué et moins de naturel, et à ce moment-là, on contente le plus grand nombre, soit on rééduque sans forcer, on rééduque patiemment les humains, et je pense qu'un chantier de construction est une forme d'éducation, avant d'être une forme de rééducation, c'est une forme d'éducation sur la matière, la terre, etc. Voilà. Pierre-Olivier Boyer. Oui, alors moi, je partage complètement ce qu'a dit Olivier. Je pense qu'on a un vrai besoin de pédagogie et d'expliquer ce qu'on fait. Dans un monde qui change, où toutes les connaissances qu'on avait où toutes les conceptions et tout ce qu'on pensait sont aujourd'hui remis en cause, il y a un vrai travail d'explication, de connaissances scientifiques. Aujourd'hui, on a besoin de plus de connaissances. Et je pense que cette approche, on doit, et ça a été dit aussi, en collaboratif. Plus personne n'a le monopole du savoir, ça devient trop compliqué. Et par exemple, sur ces questions moi, je trouve qu'il y a des choses très intéressantes avec, alors ça va peut-être vous surprendre, mais avec le travail qu'on peut faire avec les associations environnementalistes. Par exemple, je sais que la ville de Toulon a développé avec la LPO un programme pour les Martinais, pour redonner la possibilité aux Martinais d'occuper la ville. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, ça y est, les politiques ont compris ça, c'est-à-dire que la nature apporte des services écosystémiques à l'humanité, et c'est gratuit, je dirais, d'une certaine façon. Les oiseaux, ou que ce soit les chauves-souris, ou que ce soit les grenouilles, absorbent des insectes qui peuvent être nuisibles à l'homme. Et c'est mieux de mettre des animaux pour s'occuper de ça, plutôt que, alors vous allez me dire, c'est une fonctionnalisation de la nature qu'on peut discuter, mais plutôt que de mettre des produits pour tuer ces moustiques tigres qui menacent même la santé de l'humanité. Et je pense que la question de la santé est quelque chose qui monte en puissance sur la façon de concevoir les villes. On l'a vu avec la crise de la Covid. Et la nature aussi soigne, notamment sur la partie psychique. On est mieux, effectivement, l'humain est mieux, et c'est parce que c'est son milieu naturel, que d'être dans un monde complètement artificialisé. Il a besoin de nature pour être bien et ça contribue à son apaisement. Donc, oui à la pédagogie sur tous ces sujets, et oui à l'approche collaborative entre… Moi, je sais qu'en tant qu'industriel, on a besoin que les problèmes nous soient posés pour qu'on réfléchisse aux solutions. Marine Linglard le disait, c'est peut-être pas la solution d'abord, c'est effectivement, je suis d'accord, il faut qu'on réponde à un besoin et un usage. Mais la compréhension de ce besoin et de cet usage, c'est avec les sachants qu'il faut qu'on l'élabore. Merci. J'aimerais citer Jane Goodall, que vous connaissez sûrement, qui est une éthologue et une anthropologue britannique qui a énormément étudié les chimpanzés. Pensée locale, agissez global. Le dicton pensée globale, agissez local, retournez-le. Goodall disait pensez local et vous aurez le courage d'agir global. Si vous pensez global, dès le départ, vous n'aurez pas l'énergie d'agir. Et tout à l'heure, Pierre-Olivier Boyer, vous parlez des enjeux. J'ai l'impression qu'il en manque un dans les enjeux par rapport au béton, c'est la question du sable. Et la question du sable, on ne peut pas la séparer du vivant puisqu'elle constitue l'écosystème aquatique. Est-ce qu'il n'y aurait pas ce problème en France où ici ça va, mais on ne prend pas en compte ailleurs, le là-bas. Ce qu'on ne voit pas n'est pas un problème. Si notre monde est un vaisseau spatial, comme on l'a dit tout à l'heure, il vaudrait mieux que notre vaisseau spatial aille bien dans l'ensemble de son ingénierie. Et est-ce que c'est pas contre-productif comment régler en fait ce problème, cette notion cette question du sable? Alors, là, vous soulevez un problème alors qu'on a pu voir effectivement dans certains pays. À ma connaissance, en France, ça n'a pas été soulevé en tant que tel. Mais la question, je pense que la réponse sur les prélèvements qu'on peut faire sur la nature, ça doit obéir à une règle de proportionnalité.
et de capacité de régénération de la nature. C'est comme sur une forêt, si vous coupez tous les arbres, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus de forêt, c'est une vraie catastrophe. Vous pouvez faire des prélèvements, mais dans une certaine proportion. Et je le vois par exemple sur la question sur les… aujourd'hui, il y a de moins en moins de carrières qui sont autorisées en alluvionnaire, c'est-à-dire dans les cours d'eau, et avec cette préoccupation de ne pas abîmer, peut-être parce qu'il y a ce que vous dites, hein, de préserver l'environnement. Il y a aussi une question, par exemple, je prends certains cours d'eau qu'on a en Savoie, où on fait un prélèvement, c'est ce qui descend les rochers qui sont roulés par les torrents, etc., qui finissent par faire des obstructions. Et cela, aujourd'hui, les collectivités vont devoir payer pour les faire sortir. Donc la question, pour moi, c'est la proportionnalité. Et quand on construit quelque part, c'est de bien faire le sourcing de ce qu'on va trouver, c'est-à-dire la bonne compréhension. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le local. La priorité, elle doit être locale, c'est-à-dire que la richesse de notre patrimoine architectural, il tient au fait qu'on a construit, nos anciens ont construit en utilisant ce qu'ils trouvaient sur place. Et je pense que ça, il faut le conserver. C'est-à-dire que quand on fait des constructions, c'est aberrant, enfin, même sur le plan de l'empreinte carbone, de dire que demain, tous les matériaux vont venir de Chine et que tous les aliments qu'on consomme vont venir du Brésil ou d'Amérique latine parce que c'est eux qui ont les capacités de produire au moindre coût. Mais ça n'intègre pas le coût du carbone et de l'empreinte sur l'ensemble et de la proportionnalité, parce que du coup, ça aboutit à des usines à bois en Amazonie ou des usines à viande en Argentine, et ça ne rejoint pas ce principe de proportionnalité, alors qu'on a la capacité dans notre pays de trouver des approvisionnements, que ce soit en matériaux ou en produits alimentaires. Pascal Rollet, est-ce que la RE 2020 est une bonne nouvelle par rapport au biosourcé? Oui, tout est fort dans le sens de diviser par un facteur 4 nos émissions de carbone et de prendre en compte toutes les formes que prennent ces émissions est une bonne nouvelle. Maintenant, la manière dont elle est arbitrée, la manière dont elle est, les objectifs qu'on se fixe, ça reste un débat, encore une fois, politique, qui est beaucoup basé aussi sur des problématiques économiques, qui n'est peut-être pas le moment d'évoquer à ce moment-là. Mais oui, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où elle nous force à acquérir encore plus de connaissances, qu'elle nous oblige à penser plus large et à travailler en collaboration, architectes, ingénieurs, thermiciens, énergéticiens, écologues, paysagistes, économistes. Mais je dirais que c'est un minimum, que c'est quelque chose qui est le consensus auquel on arrive et qu'on est globalement capable de tolérer aujourd'hui, mais les ambitions doivent aller bien au-delà que ça. Nous devons, de manière assez individuelle, ou en tout cas en se déterminant soi-même, nous fixer des ambitions et des niveaux d'exigence plus hauts, parce que on ne remplira pas complètement les objectifs nécessaires qu'on s'est fixés lors des accords de Paris si on s'en tient là. Très bien. Je vous informe que la première partie vient de terminer. Nous pourrons continuer avec nos spectateurs avec une liste de questions que je vais vous poser. Comment les architectes, écologistes et urbanistes travaillent-ils ensemble en France pour intégrer les questions de la biodiversité dans le bâti? Quelles sont les limites? Comment faciliter cette intégration des différentes notions d'habitat? Moi, je veux bien répondre à cette partie-là. On le fait depuis au moins une vingtaine d'années sans problème, puisqu'on constitue des équipes de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaires de par la loi. Hein. On travaille entre guillemets forcément ensemble, mais aujourd'hui avec un plaisir avéré et une reconnaissance des compétences de chacun. Les limites, elles sont simples, elles sont financières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on ne paie pas le prix nécessaire aux études et à l'anticipation par rapport à l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation extrêmement tendue
qui est que dans le discours, on est là, dans les moyens, on est là. Et la tension entre les deux, eh ben, c'est tous les gens qui font le travail des études qui le payent, et aussi ceux des entreprises qui réalisent et qui construisent, pour une raison assez simple à mon avis. C'est que nous n'avons pas évalué à sa juste valeur ce que représentait l'habitat au sens général. C'est-à-dire que nous l'avons considéré comme un produit financier, et donc il est dans un système économique qui fait qu'on a intérêt à le construire pour le moindre coût pour pouvoir faire la plus grosse marge à la revente, en tout cas dans le système de promotion, alors qu'en fait c'est un bien de première nécessité, et qu'un bien de première nécessité, il faut le payer à son prix réel, et son prix réel aujourd'hui c'est le prix des matières et pour les sortir et pour les transformer, donc ça c'est le travail plutôt chez l'industriel, le prix de la conception et de l'assemblage, et qui est pas si important que ça, mais qui n'est aujourd'hui totalement sous-évalué, et le prix de la réalisation et de la construction, et là c'est plutôt les entreprises de mise en œuvre, et tout ça devrait être regardé d'une manière assez scientifique et assez apaisée, encore une fois, pour que chacun y trouve à la fois les moyens de survivre, le moyen de faire de la recherche, le moyen de faire de l'innovation, et que ça profite au grand collectif. Le fait de le mettre dans une économie de marché, ça crée des tensions qui sont assez phénoménales et qui se retournent contre nous tous, parce qu'au final, on se retrouve avec des produits qui ne sont pas à la hauteur des ambitions, pas à la hauteur des enjeux, et que malheureusement, dans une économie hyper tendue, aujourd'hui, on a tendance à accumuler, comme on augmente la difficulté et la complexité technologique, ben on accumule les malfaçons et les difficultés de les faire fonctionner, sachant qu'on doit ajouter aujourd'hui dans l'équation la durée de vie du bâtiment, et puis sa maintenance et son coût tout au long de la vie, si je puis dire. Et au final, aujourd'hui, la vision globale de cette vie-là d'un bâtiment, de sa conception cradle to cradle, elle n'est pas intégrée du tout dans notre système économique et notre façon de fonctionner. Marine, une réponse un peu plus pragmatique, mais même si je suis d'accord complètement avec toi, Pascal, et un mea culpa en fait des écologues. On a pendant très 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 longtemps en fait on s'est positionné à côté, et plutôt en juge et en observateur de ce qui se passait, en râleur souvent en disant les architectes, les urbanistes, les industriels détruisent. Ce qui est complètement lié, et ça répond à une autre des questions, à la façon dont la nature a été appréhendée en France, à la différence de beaucoup d'autres pays européens, dont les Allemands, dont les Américains. On est en France sous une écologie de la conservation. On a été parmi les premiers à avoir des statuts de conservation des espaces. Les premiers, après les Américains, parcs nationaux, parcs naturels, mais aussi le premier à avoir une loi sur les études d'impact et l'obligation d'avoir un inventaire écologique préalable au projet d'aménagement, que ce soit des projets de carrière ou des projets de construction, qui s'est durci encore ces dernières années. Et c'est une bonne chose. Il faut l'utiliser comme un outil de projet et non pas comme simplement faisons une étude en amont et vérifions qu'on n'est pas mauvais. Il faut s'en servir comme un outil de projet. Et nous, les écologues, on doit accepter d'être dans la dynamique de projet et non pas simplement dans le jugement d'un résultat. On est en amont, on est en aval très souvent, mais on n'est pas au milieu. Et c'est dans la co-construction où il faut, entre guillemets, qu'on se mouille, nous aussi, qu'on accepte de prendre des risques, de faire des choix, de sacrifier des choses, et à contrario, d'avoir une préservation beaucoup plus grande, qu'on soit sur une friche industrielle, qu'on soit sur un espace plus naturel. Et l'ensemble doit pouvoir être étudié et intégré dans une réflexion de projet. Donc, on est un certain nombre à avoir accepté ce défi et à prendre plaisir à travailler avec l'ensemble des parties prenantes de l'aménagement et de l'industrie. Merci. Olivier Monin, un spectateur, réagit sur « De quoi est-on prêt à accepter ?» Si la nature est là, et elle est là, la question est comment on vit avec.
Aujourd'hui, je ne saurais pas répondre. Ça serait faire preuve d'hubris. Je ne sais pas. J'ai 63 ans. Je suis né, pas dans un champ, pas dans une forêt, mais sans doute dans une maternité. Je ne m'en souviens pas. Enfin, oui, dans une maternité. J'ai habité dans des maisons, dans des appartements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, la nature, je sais que c'est important pour la Terre, mais j'ai tellement été habitué à être d'abord un humain, un citoyen, quelqu'un de plutôt raisonnable ou de déraisonnable, qu'importe, mais je n'ai jamais vécu comme un terrien. Jamais. Donc, il faut d'abord vivre comme un terrien. Et là, il faut apprendre. En fait, vous savez, je ne voudrais pas… elle n'est pas de ma génération, mais Greta Thunberg. Tête à claque pour certains ou voyante pour d'autres. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut désapprendre. C'est ça. Pour vivre avec la nature, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris. Et là, c'est quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose d'infaisable que de désapprendre. Ce n'est pas faire autrement. Non, désapprenons. Et ça, c'est différent. Faire autrement, on pourra toujours. On voit bien, là, il y a 4 cerveaux, 5 cerveaux. On voit bien combien ça fonctionne bien. Mais désapprendre, c'est quelque chose de très… C'est pas complexe, c'est compliqué. Et ça remet la posture de l'homme dans la vie. Alors, moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Par contre, j'ai des pistes quand on fait des ateliers d'agitation, il y a des pistes, notamment pour le logement. Non, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Pascal, c'est fondamental. C'est construire est un bien de première nécessité. Pascal, si tu me permets, moi j'irai un petit peu plus loin, mais ça vient de ma part. Le foncier et le bâti doivent être des biens communs. Si c'est des biens communs, à ce moment-là, on évite les marges. Je ne suis pas contre la marge commerciale. Non. Mais c'est d'une première nécessité. Et qui dit nécessité sera sans doute d'être plus en adéquation avec le vivant, hein, le vivant plus large, au sens large. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? C'est de concevoir des logements et des espaces de travail complètement différents. Aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose, quand vous louez quelque chose, on vous parle de mètres carrés, on vous parle de nombre de pièces et on vous parle de quartier. Ça, c'est… Je pense, j'espère que ça sera fini, ça. J'espère que simplement c'est l'utilité d'un logement, l'utilité d'un abri, l'utilité d'un habitat. Voilà. Il ne s'agit pas de refaire des HLM, il ne s'agit pas de refaire… C'est aujourd'hui ce qu'on considère comme des erreurs et ce qui était sans doute des pas de progression à l'époque. D'accord ? On ne peut pas tout brûler, mais ce qui est clair, c'est aujourd'hui, c'est reconsidérer l'espace de vie. C'est reconsidérer le quartier. Moi, j'ai eu une expérience de vie un peu malheureuse. J'ai vécu dans la rue. Voilà. Bon, ok, faisons pas Cosette. La nuit tombée, la nuit, on a du mal à trouver le sommeil. Et quand vous dormez dans la rue, à cette époque-là, j'étais jeune et je voyais les façades des villes, les façades des immeubles. Et Pascal, je pense que ça va te dire quelque chose. Quand on voyait une façade d'immeuble, on voyait la réalité sociale du quartier. Les gens qui habitaient au rez-de-chaussée, les premiers 2-3 étages qui étaient plutôt réservés à une classe dite moyenne, les immeubles bourgeois, ce qu'on appelait les chambres de bonne ou les chambres d'étudiants. Regardez une façade d'immeuble aujourd'hui. Avant, donc on regardait un immeuble, et je sais si je les ai regardés parce que le sommeil ne venait pas. Je sais si je les ai regardés. C'était intéressant parce qu'on voyait quand est-ce que les lumières se permettent au plus tard. Eh bien, moins on était riche, plus les lumières s'éteignaient tard. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la lampe électrique réchauffait? Je ne sais pas. Bon, pourquoi pas. Plus dans les immeubles bourgeois, il y avait des rideaux, donc on voyait moins de lumière. Mais surtout, on travaillait en bas de son immeuble. Il y avait de l'activité. Et il y avait sans doute, mais là, je n'avais pas encore le regard assez observateur, je pensais à autre chose. Il y avait sans doute quelque chose qui était plus frappant, c'est qu'il y avait sans doute de la nature. Là où il y a de l'homme, il est impossible qu'il n'y ait pas de nature. Mais le problème, c'est qu'on nous a tellement différenciés de la nature, Philippe, je ne sais pas si ça répond aux questions de l'internaute, mais on nous a tellement différenciés de la nature qu'on ne peut plus la comprendre. Je crois qu'il faut réapprendre, il faut apprendre
pas autrement. Il faut réapprendre. Il est temps, surtout pour les générations à venir. Nous, on va passer le truc. On va essayer de le passer le plus sobrement possible. Mais engageons-nous à réapprendre à vivre. Si vous êtes d'accord avec moi, je synthétiserai ce que vous avez dit tous les quatre, que la posture que nous devons avoir en tant qu'espèce, c'est de comprendre le monde du général au particulier. Nous sommes d'abord des terriens, ensuite une espèce, et ensuite un habitant de quelque part. C'est ce que tu dis, Olivier Mona, si on ne sait pas où on se situe, ou en tout cas si on se situe mal, alors comment on agirait correctement à notre environnement. Voilà. Je ne sais pas, Pascal Rollet, peut-être réagir sur cette question-là. Oui, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faut que on arrive à s'éduquer ou à éduquer collectivement sur le fait qu'on fait partie d'une chaîne et qu'on ait bien une conscience de à quel endroit dans la chaîne on se situe et quel est notre rôle et comment on est lié aux autres, que ce soit d'autres humains ou d'autres animaux. Moi, chaque fois que j'arrive dans mon petit terrain d'Ardèche, je commence par dire bonjour à mes arbres parce qu'ils me nourrissent au moins autant que les gens que je rencontre. Et d'avoir cette conscience aiguë de quelle est notre place, à quel endroit, et c'est un peu l'emboîtement dont tu parlais à l'instant, Philippe, qui est vital, quoi. C'est absolument vital, c'est d'avoir cette conscience de où on se situe et comment on se relie aux autres. Oui. Alors pour répondre un tout petit peu à la question qui a été posée, je pense comment on fait avec, je pense que ça passe avant tout, et Olivier a utilisé le terme apprendre ou réapprendre, oui, ça passe par de l'éducation. Moi, j'ai participé à pas mal d'expériences que font par exemple les associations des colibris sur le retour, l'apprentissage de vivre dehors, dans la nature, dans les écoles. L'éducation nationale a un vrai problème aujourd'hui par rapport à comment permettre l'expérience de l'extérieur déjà, tout simplement, du dehors, pour l'intégrer dans ses cursus et dans sa manière d'enseigner. C'est des choses à revoir totalement, parce qu'aujourd'hui, à cause du fait qu'on est dans une société de peur, de risque et dans un dispositif assurantiel permanent et de recherche de responsabilité, ben on préfère interdire aux enfants d'aller dehors plutôt que de prendre le risque qu'ils tombent de l'arbre, quoi. Je veux dire, moi, je me suis cassé la gueule de l'arbre quand j'allais en Ardèche plusieurs fois. Ça aurait pu être dangereux, mais bon, voilà, ça m'a appris, la gravité, la notion de risque, et trois, le rapport avec les arbres, avec les forêts, avec l'extérieur. Et sans faire de mauvais jeu de mots par rapport à Olivier, je pense que d'une certaine manière, il faut réapprendre à vivre dehors. Merci. Pierre-Olivier Boyer, pourquoi augmenter l'habitat des villes plutôt que de réfléchir sur l'habitat des campagnes? Alors, je pense que ces dernières années, on a pensé effectivement croissance des métropoles et les territoires qui se vident. Aujourd'hui, mais ça, je veux dire, Pascal c'est effectivement la réflexion sur l'habité et l'espace habité. Et je crois que cette césure, aujourd'hui, quand on regarde un petit village à la campagne, les gens veulent avoir… En fait, maintenant, la civilisation elle est devenue urbaine. C'est-à-dire que les attentes de services, qu'on vive en ville ou à la campagne, ce sont les mêmes. Et sur mon territoire, là, le Nord-Isère, je vois qu'aujourd'hui, en ce moment, on a un problème. C'est-à-dire que donc on est entre Lyon et Grenoble. Avec la crise de la Covid, on ne trouve plus de logements, soit achetés, soit alloués. Je veux dire, aujourd'hui, il y a eu effectivement une évolution. Alors, est-ce qu'elle sera durable ou pas? Mais c'est une vraie question. Et la question aussi qu'il faut se poser, c'est quel service on peut donner aux habitants et jusqu'où on peut aller. Parce qu'effectivement, les services que rendait la ville, puisque tout a fermé, ben, il n'y avait plus de services, je dirais quasiment plus de services. Donc, les gens disaient quel est l'intérêt de vivre en ville? Donc là, vous soulevez, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a quand même des dynamiques démographiques à l'œuvre
alors ce n'est pas strictement la France, mais je veux dire au niveau mondial, qui pousse vers les villes, parce que, enfin, avec le recul, c'est quand même historique, la croissance des villes. Donc, on a un vrai sujet, et que si la question, c'est aussi préserver des territoires, je veux dire, qui soient vivables pour la nature, avec sans doute des espaces préservés. Donc, on ne peut pas tout urbaniser. Mais il y a quand même une question sur la façon d'habiter, qu'on soit en ville ou sur les territoires, qui se pose. Je n'ai pas la réponse. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille sur les deux côtés aujourd'hui, alors que jusqu'à présent, on travaille que sur les villes. Marine Linglard, vous souhaitez réagir? Oui, il y a peut-être deux éléments qu'on n'a pas complètement développés, mais qui sont assez importants. C'est la notion du temps, hein. On arrivera difficilement à reconstituer un espace de vie viable pour la nature et facile à appréhender, à comprendre et à vivre pour les habitants, hein, parce qu'il faut laisser du temps à la recomposition, hein, de l'écosystème, hein, mixte, hein, homme et nature, hein. La réaction n'est pas aussi rapide que ce qu'on voudrait, hein. Tout le monde me dit depuis un an, c'est super, grâce au Covid, il n'y a plus d'oiseaux, plus d'oiseaux, hein. Il n'y avait pas plus d'oiseaux. Évidemment, tout d'un coup, ils ne se sont pas dit on va se reproduire parce qu'il n'y a pas d'hommes dehors, hein. On les a plus entendus, on les a plus regardés parce qu'on avait très envie d'aller les rejoindre à l'extérieur, hein. Mais il n'y en avait pas plus en nombre. Peut-être qu'il y a eu un tout petit peu plus de reproduction parce qu'ils étaient plus tranquilles, hein, donc moins dérangés. Mais ce n'est pas une explosion des populations d'oiseaux. Mais il faut du temps avant que l'écosystème réagisse et qu'on arrive à reconstituer ensemble des espaces viables et vivables. Le deuxième point, plutôt pour aller dans la réflexion de Pierre-Olivier sur où vivre et comment vivre, je suis assez d'accord sur le fait qu'il ne faut pas tout concentrer en milieu urbain, hein, qu'on peut avoir des pôles de vie qui soient tout à fait agréables et dynamiques et répondant à ces attentes multiples, hein. Pour avoir fait beaucoup d'ateliers des territoires portés par le ministère, on essaye de trouver des solutions de redynamisation d'un certain nombre de territoires ruraux, hein, qui ont des petites villes, hein, avec des centres qui sont en semeur. Là, on doit être, non pas à l'échelle du bâti, mais vraiment dans la recomposition, hein, de l'organisation des zones d'activité, sortir des plaques monofonctionnelles qu'on a fabriquées, hein, ces 50 dernières années, hein, où, évidemment, quand vous habitez en centre-ville, il faut prendre votre bagnole pour aller chercher la baguette dans le centre commercial qui se trouve en bordure. Donc, quel plaisir d'habiter une petite ville qui, par ailleurs, pourrait, de manière plus facile qu'une grande métropole, reconstruire ce lien entre habitat d'hommes et habitat d'espèces animales sauvages ou semi-sauvages, en tout cas pas domestiques, parce que les domestiques vivent à l'intérieur des maisons. Et c'est un peu ce schéma historique, hein, d'un certain nombre de géographes d'entre-deux-guerres qui dessinaient le bâtiment assez concentré, assez dense, qui répond d'ailleurs à des objectifs bioclimatiques souvent corrects. Le jardin, hein, tout autour, ces jardins vivriers. Alors, je ne vous parlerai pas d'agriculture urbaine, hein, parce que c'est encore un mot étrange, hein, mais plutôt de jardins vivriers, de jardins qui vont permettre d'avoir une certaine part de production, de vergers qui font une très bonne interface entre les espaces de jardin et les espaces agricoles, qui, évidemment, quand ils sont collés au bâtiment et qu'on est dans une agriculture de production, même biologique, ça fait du bruit, de la poussière. Voilà, quand on retourne, même un agriculteur bio, un champ, hein, et qui fait un peu sec, même s'il ne retourne pas beaucoup, hein, parce qu'il va protéger ses sols, ça peut être désagréable pour la personne qui se fait bronzer dans son petit jardinet. Donc, autant trouver des interfaces. Et c'est donc cette notion d'interface qui va permettre d'apprendre à vivre ensemble entre les hommes et la nature dans l'ensemble des territoires. On a des intensités humaines, des intensités naturelles et on a ces zones d'entre-deux, hein.
qui sont très, très importantes, qu'il faut soigner, qu'il faut travailler, qu'il faut intégrer dans la réflexion, dans la stratégie des territoires pour que, à terme, on ait des écosystèmes mixtes, homme-nature, qui fonctionnent. Merci. J'ai une question pour vous, Pascal Rollet. Quels outils existent pour les architectes pour intégrer ce vivant? Alors ça, J'ai une question dans la question. Créer des corridors verts? Point d'interrogation. Nous, les écologues, on peut t'aider. oui, parce que les outils des architectes sont absolument pas à ce jour développés pour intégrer ces données-là. C'est une raison principale d'ailleurs pour laquelle on doit travailler à plusieurs, parce qu'on n'utilise pas tous les mêmes outils. Et on ne pourrait pas, de toute façon. L'outil idéal qui ferait tout, tu appuies sur un bouton et puis il t'a créé la solution, il n'existe certainement pas, en tout cas pas encore. Les outils dont nous disposons aujourd'hui sont plutôt des outils de fabrication, de transformation, de dessin ou de calcul de matière, de matériaux, de solides, et plutôt inanimés, à part quand on travaille avec du biosourcé qui bouge, quoique tous les matériaux bougent beaucoup. On n'a pas d'outils spécifiques pour ça. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher dans d'autres champs de connaissances et d'autres outils et qui sont maîtrisés par d'autres personnes et que c'est dans la synthèse. En fait, l'outil, il est dans la synthèse du travail collaboratif. On ne peut pas prétendre tout savoir faire avec les outils de l'architecte pour l'instant. J'ai une question qui nourrit les débats en ce moment et je vais vous la poser, Pierre-Olivier Boyer. Construire en bois plutôt que tout béton? Alors, le bois est un matériau de construction comme le béton. De toute façon, quand on remet en perspective l'histoire de la construction, c'était la construction en pierre, la construction en bois, en terre. Enfin voilà, il y a la nature, la terre a donné à l'humanité des matériaux pour construire. Et je pense que l'histoire de la construction a montré qu'il y avait des complémentarités entre les matériaux et ça dépendait des usages qu'on voulait avoir. Aujourd'hui, la question pour moi, alors vous allez me dire, vous ne pouvez pas dire le contraire. Je pense que la question, c'est pas dire tout bois ou tout béton. C'est pas ça. La question, c'est quel usage et pourquoi faire. Et le matériau béton a toute sa place, comme le matériau bois a toute sa place dans la construction. Et aujourd'hui, on va vers aussi des formes, je le disais tout à l'heure sur les bétons biosourcés, on va sur des formes d'hybridation. Par exemple, ce qu'on va trouver dans le béton de chanvre, par exemple, le béton de chanvre, il n'est pas structurel. On aura toujours besoin du béton pour la structure. Par contre, le béton de chanvre a des qualités en termes acoustiques, en termes d'isolation qui sont tout à fait intéressantes. Et donc, on va le valoriser comme ça dans la construction. Et après, je dirais mais peut-être au début, c'est de dire construire en bois dans le Sahara, ça n'a pas de sens. Construire en bois en Savoie, bien sûr. Bien sûr, les chalets, ça fait partie de l'histoire. Donc, je dirais que la réponse, elle ne peut pas être monocolore de ce côté-là. Je pense qu'on a besoin d'hybridation, je pense qu'on a besoin de complémentarité. Et d'ailleurs, c'est ce que je regrette. Tout à l'heure, on a évoqué avec Pascal la RE 2020. Enfin, nous, on adhère complètement aux objectifs de la RE 2020 sur la nécessité. C'est un enjeu pour. On a tous des enjeux. On est citoyens, on a des enfants. Pour le futur de l'humanité, il faut qu'on abaisse notre empreinte carbone. Mais ce qu'on reproche, et alors vous avez dû voir ça aussi dans la presse, au gouvernement sur la RE 2020 telle qu'il a doté, c'est la méthode qu'il a retenue. Et la méthode qui oppose les matériaux entre eux. Alors qu'à mon avis, il fallait qu'on aille dans une direction. Alors pourquoi est-ce qu'il oppose? C'est qu'en fait, dans la méthode de calcul et le raisonnement qu'il a conduit, il a donné un avantage au bois, mais qui n'est pas fondé sur des valeurs scientifiques. Donc forcément, les autres matériaux disent mais pourquoi? Et surtout, alors qu'en France, on est un pays, c'est dit, c'est un pays qui a une grande forêt. Par contre, le bois qu'on trouve en France, c'est essentiellement du feuillu, ce n'est pas du bois destiné à la construction. Donc, le fait que le gouvernement ait joué avec la RE 2020 pour encourager la demande de bois, à mon avis, n'est pas positif parce qu'elle va se traduire par de l'importation, alors qu'il faudrait au contraire aider l'industrie du bois à produire des solutions. C'est-à-dire que c'est un problème d'offre et pas un problème de demande. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Et je pense que aussi, quand on dit
collective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre conviction, c'est que tout le monde doit s'améliorer sur le carbone. Ce n'est pas de rajouter du bois dans la construction qui va rendre la construction bas carbone. Voilà, c'est ça notre enjeu. Donc, je dirais du bois et du béton pour la construction du futur, et ça dépend des lieux, pour les questions de proportion. Pascal Rollet, peut-être vous voulez compléter? Oui, alors je vais être très clair sur un point, c'est que je suis un amoureux du bois et j'ai été commencé architecture avant, comme charpentier, donc tout ce que je vais dire doit être mesuré à l'aune de cet amour-là. Ceci dit, et je partage grandement la position d'Olivier sur le fait qu'il ne faut pas partir dans l'idéologie de tout faire avec du bois pour l'envie de faire avec du bois. Le bois, il marche à certains endroits. Il est bien pour certaines fonctions, il est très performant dans certaines conditions, en fonction aussi des ressources. Si c'est pour le faire venir de Sibérie, ce n'est pas très intelligent. Donc, par rapport au feuillu, Pierre-Olivier, il faut que notre industrie française du bois, elle sache refaire avec du feuillu comme on a fait Notre-Dame. Hein, je veux dire, c'est des forêts de chêne autour de Paris qu'on a utilisées. Donc, il y a un travail d'innovation, de mise à jour qui est en cours d'ailleurs. Il y a des gens du bois qui travaillent très bien là-dessus. Mais il faut se sortir absolument de la pensée binaire moderniste, qui était celle du XXe siècle, qui est que on fait tout en béton, ou on fait tout en acier, ou pareil, aujourd'hui, on fait tout en bois, ou encore pire, et Dieu sait si je suis un défenseur de la construction en terre, on fait tout en terre. Je veux dire que ça, c'est la mort assurée, parce que le jour où on fait tout avec un seul matériau, c'est comme la monoculture dont parlait Marine tout à l'heure, c'est l'appauvrissement. Et on va vers globalement des problèmes incommensurables qu'on n'avait pas envisagés à l'avance. Encore une fois, la nature, elle nous apprend ça, elle fait l'optimum avec le meilleur matériau au meilleur endroit. Et on aura toujours besoin de béton, bien sûr, pour faire des sols solides, pour faire des fondations, pour faire des ossatures très costauds dans des bâtiments de grande hauteur. On en a besoin pour tous les locaux où on a des problématiques de feu. C'est quand même le meilleur matériau de protection avec la pierre contre le feu, des choses minérales denses. Et puis pour tout ce qui est plus léger, plus arachnéen, on peut utiliser des matériaux comme le bois qui a l'avantage énorme effectivement de stocker du carbone. Mais il faut se garder de cette espèce d'idéologie monomatériaux, quelle qu'elle soit. Et l'intelligence, c'est l'assemblage. C'est dans l'assemblage que réside la solution. Concevoir, d'ailleurs, hein, tu nous posais la question avant, ça veut dire quoi concevoir? Concevoir, c'est assembler et tout saisir pour pouvoir faire un assemblage, pour pouvoir comprendre et faire un assemblage. Donc, et au-delà, contenir, du coup, puisqu'on a tout, on fabrique un tout et on contient quelque chose d'autre. Donc, concevoir, c'est penser à toutes les parties d'un ensemble, leurs relations, pour faire un tout homogène et un tout durable et optimal. Maintenant, dernier point que je voulais ajouter, comme on est de plus en plus nombreux, comme on a besoin de construire de plus en plus, et comme on veut en même temps prélever le moins possible de ressources sur ce qui existe au niveau naturel sur la planète, il faut penser plus léger, c'est-à-dire il faut avoir moins d'impact possible et utiliser le moins de matériaux possible, et du coup, évidemment, comme il a été dit aussi, réemployer ce qui a déjà été extrait et qui est recyclable. Mais cette idée de concevoir et de penser le plus léger possible, c'est un énorme changement dans notre façon de penser l'habitat et ce qui est autour de nous. Et globalement, si je caricature un peu, notre culture française, c'est un château de la Loire pour chaque Français, sous la forme d'une petite maison individuelle avec, si possible, une tourelle et un toit en ardoise, si on est au nord, et puis sinon avec des tuiles comme un mât provençal quand on est au sud. Mais cette pensée du château qui est le sommet de l'avènement d'une vie personnelle, il faut arriver à le faire évoluer à quelque chose qui est beaucoup plus
démontables, remontables, retransformables, beaucoup plus légers, légers en sens du poids bien sûr, mais surtout en impact vis-à-vis de l'environnement. Et je finirai en disant, en retrouvant ce dont Marine parlait tout à l'heure, c'est-à-dire toute une série d'espaces intermédiaires qui manquent cruellement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec le confinement à Paris, il y a, je crois que c'est plus de 100 000 ou 117 000 Français, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, qui sont partis pour aller vivre ailleurs. C'est d'ailleurs une des questions sur la justice spatiale qui est soulevée dans le chat, alors que les gens qui sont restés se sont retrouvés confinés dans des tout petits espaces, et ce qui leur a manqué, c'est les espaces intermédiaires qui permettent de dilater l'espace de vie. Donc tout ce qui est balcon, tout ce qui est terrasse, tout ce qui est entre les deux. Et puis la plus grosse connerie qu'on ait pu faire, c'est d'avoir fermé les parcs, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'on pensait qu'il allait se passer dans les parcs, mais les gens ont énormément souffert d'être enfermés entre quatre murs en permanence. Donc voilà, dilater l'espace, construire plus léger, fabriquer de l'intermédiaire pour arriver à mieux gérer et du coup à mieux diluer la question de la densité qui reste un problème. Il y a une évolution aujourd'hui, je ne sais pas si elle sera durable, mais il y a une tendance forte au rééquilibrage ville-campagne qui me paraît être quelque chose d'assez fort et qui va certainement retransformer aussi notre manière de penser les métropoles. Merci Pascal. Nous arrivons à la fin de cette séance. Il va falloir que je conclue très vite. Donc, je vais dire, nous sommes des terriens, mais avec d'autres, et ne l'oublions pas. Donc, merci à Pierre-Olivier Boyer, Pascal Rollet, Marine Linglard et Olivier Monat d'avoir participé à cette table ronde qui a été proposée par la Sherpa économique. Cette séance a été enregistrée, vous la retrouvez sur le site de la Sherpa économique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.